J'étais très précautionneuse avec les 3 autres, de voir un petit peu les sujets que j'allais aborder. Est-ce que c'est ok si j'y vais ? Mon frère, je lui demandais jamais sa permission. parce que c'est mon frère et que du coup, il y avait cette intimité-là de base. Quand je parlais de notre mère, le deuil, c'était un peu comme si je lui demandais tu veux du fromage ? Ben non, je lui disais et le deuil, ça en est où ? Mais très brutal finalement, parce que moi-même, j'étais comme ça avec moi-même. Et au fur et à mesure, la dernière interview, je lui ai dit est-ce que t'es ok si je parle de maman ? Et il me l'a fait remarquer, il m'a dit bah merci beaucoup, c'est la première fois que tu me le demandes. Et j'ai tellement appris à ce moment-là en me disant ah oui, ok. Le consentement, même avec les proches, ça c'est une de mes plus grandes leçons. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 18, Making of. Je m'appelle Anaïs Bajeux, je suis cadreuse, monteuse et réalisatrice. À l'embouchure des films alimentaires et de ceux qui me font vibrer, à l'estuaire de l'autoproduction et de la diffusion télé. Aujourd'hui, je vous propose le film La Chrysalide, réalisé par Laura Lardeux. Laura et moi, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années car nous travaillions avec le même ingénieur du son. Coucou, Julien Chabert si tu m'entends. Chacune sur nos films respectifs qui participaient à un concours de court-métrage documentaire qui s'appelait Et pourtant elle tourne, organisé par Arte pendant le Covid pour les femmes réalisatrices. Avec pas mal d'atomes crochus et des parcours de vie complémentaires, nous sommes devenus amis, et c'est pourquoi c'est un plaisir particulier pour moi de présenter son film aujourd'hui, qui est son premier documentaire produit pour la télévision. Elle a donc été autrice et réalisatrice sur ce projet. C'est un 52 minutes produit par O2B Film, coproduit par PVS Compagnie et Dramaway. Il a été diffusé dans la case documentaire La France en vrai de France 3, région Auvergne-Rhône-Alpes, en décembre 2023. Cet entretien a été enregistré chez elle, à la Clusaz, en Haute-Savoie. Je m'appelle Laura, j'ai 25 ans, Thomas 15. Notre mère vient de mourir. Je ne veux pas déraciner Thomas d'ici, ni l'éloigner de ses amis. Marion, Yanis et Jade, les amis d'enfance de Thomas, le sortent de sa déprime. À eux 4, ils se projettent loin dans leurs rêves. Pendant 2 ans, avec ma caméra, je ne vais plus les lâcher. Mon rêve le plus fou dans le ski, ce serait d'aller au JO. Quand je suis dans les airs, c'est vraiment un moment libre où dans ma tête il se passe plus rien. Et quand je ratterris, il y a toujours ce petit sentiment en mode waouh. Moi, mon projet, c'est intégrer l'armée de terre en tant que pilote d'hélicoptère. Moi, ça me fait rêver, je trouve ça incroyable. Pour le moment, partir, c'est pas une question. Je peux pas et j'ai pas envie. Travailler avec mon père, sachant que je m'entends super bien avec lui, ça me dérange pas et au contraire. J'ai envie qu'il soit fier de moi et qu'il parte à la retraite sereinement. Clairement, j'avais besoin d'un nouveau départ parce qu'ici, j'avais l'image du petit con de service qui avait perdu sa maman. Mon Dieu. Et je me suis dit, là-bas, je vais me construire comme je suis et pas comme on m'a construit. Et qu'est-ce que t'aimerais être dans la vie ? Comédien. Je vais être un comédien. Un grand comédien. Donc ton film s'appelle La Chrysalide. Oui. C'est un film que tu as fait sur plusieurs années. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu le contexte de ce projet ? Je pense que cette idée de film est venue... j'ai ma mère qui est décédée en 2019. Et j'ai récupéré mon frère, qui allait pas bien. Et il me posait tout un tas de questions et je me sentais pas en mesure d'y répondre parce que moi-même, je me les posais. Et en même temps, j'étais tutrice, donc je me devais d'avoir un peu le rôle de la maman qui apporte des réponses, sauf que j'étais pas sa mère, c'était pas mon fils. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux répondre à ces questions et le rassurer pour avoir envie d'aller dans la vie. Et donc, forcément, par miroir, je me suis demandé, mais comment moi, je peux répondre à ses propres questions, sachant que j'avais pas envie d'aller dans la mienne et j'étais complètement paniquée. Et je pense que l'idée du film est venue de là.
comment on se met en action pour aller dans sa vie et avoir confiance en l'avenir, je pense. Ça a débuté comme ça, puis après ça s'est accentué. Ma mère est décédée en 2019, donc après il y a eu le Covid en 2020. Et là, tout était figé, donc évidemment, pour quelqu'un qui se pose continuellement des questions comme moi et comme mon petit frère sur les questions existentielles de la vie, de tout ça, le Covid nous a mis dans une bulle où je me suis dit, mais ce serait intéressant de documenter les questionnements de mon frère et ses élans, parce qu'il commençait à avoir des pulsions de vie qui reprenaient, parce qu'il partait de base avec des pensées suicidaires, donc il commençait à reprendre goût à la vie avec des balades dans notre environnement à la montagne pendant le Covid, et puis j'ai commencé à être, c'est ce que j'explique dans mon film, mais un peu la grande sœur cool avec ses potes, et puis comme on aime bien philosopher sur la vie et refaire le monde, on partait dans des discussions sur l'amour, la vie, les envies, les rêves, et je pense que c'est né de là. Je me suis projetée dans leur vie parce que j'étais admirative de leur jeunesse. Quand tu dis dans leur jeunesse, enfin, on n'est pas très vieille parce qu'on a à peu près le même âge. Tu pars du principe que ça doit être bénéfique pour toi et positif de voir ton frère qui reprend goût à la vie et qui en fait va s'épanouir et s'émanciper aussi d'une certaine façon. Là où toi je te sens peut-être avec plus de difficulté à faire face à... Voilà. Et donc de fait, comment ce passage-là que t'as vécu, ça s'est vraiment concrétisé comme une envie de film finalement. Je crois pas que j'ai conscientisé l'envie de film tout de suite. J'ai eu envie de parler de la jeunesse parce que moi j'ai l'impression de pas en avoir eu. Et j'avais besoin, en fait c'était pas une envie, c'était un besoin. J'avais besoin d'avoir un nouveau souffle, d'avoir un élan d'espoir, d'avoir de l'énergie. Et à côté de ça, quand j'ai vécu des drames, les drames auxquels j'ai fait face, ça m'a toujours aidé d'avoir ma caméra en intermédiaire. Parce que sinon, soit je me sentais impuissante, soit je me sentais complètement lourde face au poids des responsabilités et tout. Et donc la caméra, le fait de m'actionner derrière une caméra et de capter ce qui se passait, me permettait d'avoir une prise de recul et en même temps d'avoir une activité. Et que ce soit pas sans utilité ou sans sens. Donc je pense que c'est comme ça que je suis passée à l'action, à filmer mon frère pendant le confinement, à le mettre maladroitement en scène de base parce que j'avais une idée de fiction de base alors que lui-même n'était pas acteur et moi-même savais pas diriger quelqu'un. Donc du coup on a fait des tests comme ça et puis... au final, c'est devenu ludique. La caméra est devenue un objet ludique pour faire des espèces de confessionnals où on se disait des choses avec un ton, de l'humour, etc. Donc, c'est devenu une distraction et une sorte de mise en lien. Et puis... comment c'est venu le fait de vouloir en faire un film et de suivre ces 4 jeunes, dont mon petit frère? Je pense que c'est quand j'ai fini le film sur ma mère, Michel. Là, encore une fois, j'avais envie de me dissocier de ma famille, même si mon frère restait l'un des personnages, mais de porter mon regard ailleurs, en disant comment elles sont les autres familles, comment ils sont les autres jeunes. Et donc c'était beaucoup plus facile d'intégrer les amis de mon frère et directement en intimité puisque on avait déjà un cocon familial qui recevait ses amis, donc c'était beaucoup plus facile de l'intégrer et ouais, je pense que je cherchais des réponses dans comment on est une famille avec les autres familles finalement. Et j'ai commencé à écrire, du coup, ces idées de films un peu en vrac sur la jeunesse, à me dire, mais qu'est-ce qui leur donne envie d'aller dans leur voie choisie,
Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils en ont envie? Est-ce qu'ils franchissent le cap? Est-ce qu'ils ont des rêves? Est-ce qu'ils rêvent plus? Parce que génération Covid, on avait tendance à lire que c'était une génération sacrifiée. Et moi, c'était pas du tout ce que je voyais. Donc c'était pas en accord avec ce que je ressentais de leur jeunesse. Donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé à les suivre un petit peu, à les questionner, puis finalement à faire des pré-interviews, à aller vraiment au cœur des sujets existentiels, parce qu'à cet âge-là, il y a tout qui est à vif. Et puis je me suis dit, non mais il y a quelque chose d'inspirant. Si moi ça m'inspire, ça va inspirer d'autres gens. Et en plus, ça m'aidait avec mon rôle de mère de substitution avec Thomas pour passer dans un autre rôle, le rôle de réalisatrice. Pas encore de sœur, mais de réalisatrice. Donc ça m'allégeait un petit peu le quotidien. Et j'en ai parlé à mes 2 producteurs qui m'ont suivi sur mes films d'avant, Stéphane Kalb et David Lacotte. Et les 2, avec des raisons différentes, ont été séduits par le sujet et ont eu confiance surtout en ce que je voulais porter. Et après, j'ai aussi fait appel à j'ai rencontré un autre producteur qui avait une structure à Paris, qui a été intéressé aussi par ce projet-là, avec Olivier Debanne, et du coup, c'est parti comme ça. Alors, juste pour resituer, tu as ton idée, tu as tes personnages, et effectivement, comme tu l'as dit, tu as une relation privilégiée avec ces personnes, vu qu'il y en a un, c'est ta famille, et l'autre, c'est les amis que tu côtoies depuis longtemps. Entre le moment où il y a vraiment cette idée qui commence à émerger, et ensuite la décision de contacter des producteurs, notamment avec qui tu as déjà travaillé, il s'est passé combien de temps? Ça a représenté quelle somme de travail pour toi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? D'abord, je me suis mise en action en filmant de mon côté. J'ai eu tendance à faire ça jusqu'à présent, parce que ça me fait une matière concrète sur laquelle travailler, et j'ai besoin d'être en action pour me dire ok, j'y vais ou j'y vais pas. Ensuite, je suis quand même très proche de mes 2 producteurs qui m'ont suivi jusqu'à présent et qui m'ont vraiment aidé à me révéler. Donc, dans des discussions informelles, je leur ai parlé de mon désir de filmer cette jeunesse, mais ça ressemblait pas encore à grand chose. Je savais pas exactement le pourquoi. J'étais pas capable de l'analyser. J'avais juste cette pulsion où je voulais le faire. Et donc ils m'ont dit ok, on va te mettre quelqu'un qui va t'aider un petit peu à savoir ce que tu vas raconter, un petit peu écrire, à mettre une forme sur tes idées. Et donc là, ils ont fait appel à Pauline. Et elle a travaillé avec moi pour vraiment faire du script doctoring finalement. Et tout ça, ça a été un processus de peut-être... la phase d'écriture, peut-être 8 mois avant d'avoir encore un autre producteur. Ça veut dire que à partir du moment où tu as soumis l'idée, en tout cas avec les producteurs avec qui tu avais déjà bossé, avec qui tu as déjà une très bonne entente, ils ont pris, eux, sur leur fonds propres, l'initiative de te mettre en collaboration avec une personne qui allait travailler de façon relativement régulière, du coup, je suppose. Même si sur plusieurs rencontres, ouais. Ok. Génial. Ouais. Ça veut dire qu'à ce stade-là, il y avait des contrats signés, des contrats d'auteur? Pas du tout. À ce stade-là, non, on a fait les choses un peu de façon informelle, mais en tout cas, il y a eu de l'investissement justement avec cette aide avec Pauline et de l'investissement de leur temps à eux pour la relecture des documents, pour donner leur avis, pour faire des réunions, etc. Mais c'était pas encore... je savais pas encore dans quelle direction j'allais, donc y avait rien de contractuel. Ouais. C'est ton premier film pour la télévision? Oui. Et du coup, au moment où tu sens quand même émerger une idée qui pourrait faire un film, est-ce que t'as déjà à ce stade d'avant et pendant l'écriture une idée du type de diffusion que tu souhaitais avoir, ou qu'est-ce qui a amené en fait cette réflexion sur le type de diffusion que tu as pu avoir?
La réflexion sur la diffusion, elle est venue avec les producteurs, donc comme je disais les 2 premiers, parce qu'ils m'ont dit maintenant que t'as fait 3 documentaires courts-métrages, il faut que t'évolues. Il faut que tu passes des steps, donc il faut viser une cible un peu plus haute et peut-être un petit peu plus institutionnelle. Et donc, on va essayer de te faire évoluer, ou il faut que tu écrives un dossier pour avoir les aides régionales ou les aides CNC, etc., les aides à l'écriture. Donc, cette évolution fait que tu es obligé de penser au format au format de ton film et à la diffusion ensuite, à penser à la stratégie de diffusion. Mais tout ça, c'était tout nouveau pour moi. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et ces 2 producteurs-là n'avaient pas encore eu ce schéma de production avec justement les aides CNC, la ProCirep, les aides régionales, etc. Ils étaient toujours passés par d'autres biais. Et donc, c'est comme ça qu'est venu le 3e producteur qu'on m'avait... où on m'avait mis en lien avec par une connaissance commune, qui lui était habitué à passer par ce schéma-là, très réglementé, très formaté, avec un dossier que tu dois envoyer sur des dates précises, avec des attentes particulières, etc. Donc en fait, si je comprends bien, les 2 producteurs donc, que tu as évoqués, en l'occurrence, qui ont investi sur la Script Doctor, n'avaient pas l'expérience d'une diffusion en télévision. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à ce 3e producteur, c'est ça ? C'est la raison pour laquelle ils ont bien voulu que je fasse appel au 3e producteur. Eux n'ont pas fait appel, mais ils voulaient tellement que je grandisse qu'ils m'ont dit « Nous, on est prêts à te lâcher si t'es entre de bonnes mains ». Pour que tu grandisses ailleurs et peut-être qu'on fasse des projets par la suite ensemble. Donc ça s'est passé comme ça, puis finalement c'est moi qui ai voulu les intégrer à la logique de production parce que on a créé une certaine fidélité, une certaine intimité aussi et une confiance. Et vu le sujet que j'allais traiter, j'avais besoin d'être entourée par des gens qui connaissaient mon fonctionnement, qui connaissaient surtout mon côté humain pour pouvoir m'accompagner dans ce processus-là. Comment se sont réparties les tâches entre les producteurs, effectivement ? Parce que s'il y en a un qui a une expertise des schémas de plans de financement, etc., en tout cas pour la télévision et pour le CNC, etc., de quelle façon, outre l'investissement qui a été produit pour la Script Doctor en écriture, au niveau de la prod et la post-prod, de quelle façon sont intervenus les 2 premiers producteurs ? Est-ce que c'est du financier ? Est-ce que c'est juste du matos ? Alors, il y a David qui est dans la région avec sa boîte PVS Compagnie. Lui, il a été en soutien, je connais pas exactement les termes, je crois que c'est producteur... Exécutif. Exécutif, c'est ça. Bref, moi, c'est pas mon domaine, mais en tout cas, dans les faits, il a mis à disposition ses équipes, son matériel... et son expertise au niveau des tournages un peu plus sport ou un peu plus ski, etc. Donc voilà, dans les faits, il a été un soutien à ce niveau-là, à faciliter peut-être des tournages, des autorisations de tournage aussi, par exemple dans des domaines skiables ou des choses comme ça, enfin à mettre ses domaines de compétences au service du projet. Et lui, comme il fait énormément de projets en montagne, bah voilà, c'était vraiment sur le terrain. Stéphane, lui, son domaine de compétence, c'est vraiment l'humain, comment gérer un talent, un artiste, comment le rassurer, comment lui faire prendre confiance, comment le faire travailler. Et en même temps, il avait vraiment un œil sur le côté écriture artistique. Et ça a été un peu la personne qui a tenu, mes états émotionnels quand je paniquais en disant je serais jamais capable. C'était lui qui était là. Et voilà.
Une fois que la phase d'écriture elle est passée, tu as parlé des 8 mois à écrire avec Pauline. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Est-ce que, donc là, à ce moment-là, je suppose que... quel était d'ailleurs l'objectif de cette séance d'écriture ? Est-ce que l'idée c'était, au bout des 8 mois, j'ai un dossier de 6 pages et du coup c'est suffisant pour aller solliciter le 3e producteur ? Ou est-ce que tu as déjà un dossier beaucoup plus conséquent et tu as déjà une idée de la chaîne ? Comment c'est arrivé tout ça ? Non, alors dans le processus d'écriture avec Pauline, ce qui était important, c'est de savoir qu'est-ce que je voulais dire, pourquoi j'étais légitime à porter ce projet de film, pourquoi il était essentiel pour moi de le faire, donc le pourquoi. En fait, trouver le pourquoi et me documenter aussi par rapport à cette génération qui n'est pas la mienne, m'ouvrir aussi à d'autres récits sur la jeunesse par la littérature, par les films, etc., avec des références dont on parlait. Donc voilà, ça a été plus un travail de documentation et d'entonnoir où on était vraiment tout au début de l'entonnoir pour pouvoir être capable d'écrire au moins une note d'intention. Et un pitch, mais qui n'en était pas un finalement, mais en tout cas quelque chose qui explique à peu près de quoi on va parler, où est-ce que ça se passe, quand, comment et pourquoi. Un peu. L'aborder en surface. Donc ça, dans l'idée, c'était par rapport à une commission d'aide régionale. Ça, c'était l'été, l'aide régionale était à l'automne. Et puis entre-temps, en fait, ça a été un concours de circonstances parce que j'ai une amie réalisatrice, scénariste qui m'a parlé d'un producteur en disant « écoute, je peux te mettre en lien si tu veux, on sait jamais, peut-être qu'il pourra t'apporter une expertise ». Donc tout était informel finalement. Et puis on s'est vu en visio. Visiblement le projet lui a parlé, lui a plu, ou en tout cas le sujet, le fait que ce soit en montagne, dans une station de ski, etc. Enfin, c'était peut-être un petit peu atypique et voilà. Et puis après, c'est allé assez vite parce que il m'a demandé si j'avais envie d'écrire un dossier de 52 minutes. Donc c'est lui qui a apporté le format 52 minutes. Moi, je voulais faire un long. Mais je savais pas à ce moment-là ce que c'était la différence entre un long métrage en 52 minutes, les formats télé, les formats cinéma. Je débarquais un petit peu là-dedans, donc je me suis dit ok, bon, 52 minutes, ça doit être un long métrage documentaire. Alors que pas forcément, je l'ai appris par la suite. Et puis après, il m'a dit, écoute, moi, mon domaine de prédilection, c'est l'écriture, donc si tu veux que je t'accompagne, on y va. Et puis j'ai dit, ok, faut que... On a réfléchi chacun de son côté. J'en ai parlé à mes 2 autres producteurs qui étaient inclus dans le processus déjà. Et c'est là où je te dis qu'ils m'ont dit, écoute, si ça te permet de grandir, nous, on est prêts à s'effacer pour que tu y ailles. Et c'est à la suite de ce rendez-vous, j'ai laissé 2 semaines et puis finalement on s'est rappelé et on a dit ok, on va dans l'aventure, mais par contre avec mes 2 autres producteurs. Et après il y a eu une négociation entre eux et puis après c'était parti. Il fallait écrire un dossier avec toute la documentation qu'on avait, donc c'était pêle-mêle. J'avais plein de notes à droite à gauche, j'avais des idées de séquences, j'avais déjà des pré-interviews et j'avais en fait ce qui me poussait, ce qui accélérait le temps où il fallait accélérer le tournage, c'était que mes personnages donc sont jeunes, avaient des choses qui se passaient dans leur vie et qui étaient là maintenant, et il fallait filmer quoi. Donc il fallait écrire vite et voilà, on est parti dans l'aventure comme ça. Du coup, l'intervention du 3e producteur qui arrive à un moment où il faut effectivement commencer à profiler ton film pour savoir sur quelle chaîne le présenter, le proposer. Est-ce qu'il y a eu une autre phase d'écriture avec lui ? Est-ce qu'il y a eu des aides ? T'as évoqué tout à l'heure des aides régionales de l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui a été obtenu ? Est-ce que t'as eu un salaire ? Ou est-ce que, sous quelle mesure, financièrement parlant aussi, ça a pu être aidant pour toi ? Alors oui, j'ai eu des notes de droit d'auteur, je crois. Je suis vraiment nulle au niveau administratif. T'as eu un contrat d'auteur pour l'écriture ? Un contrat d'auteur pour l'écriture, oui. De la part du 3e producteur ? Exactement. Ok. Donc voilà, on est passé d'abord par le contrat.
Tu te souviens du montant ? Est-ce que c'est ok d'en parler ? Oui, c'était 2000. Ouais. Et ensuite, c'était des allers-retours. Des navettes aller-retour de notes d'intention, de creuser tel sujet, de tout ce qui est très formaté pour les dossiers, finalement, notes d'intention, notes de réalisation, développement. Mais c'est la première fois que j'écrivais un film en amont, un documentaire en amont, et au début, tout me paraissait difficile déjà de se projeter dans un film qui n'existe pas. Avec des vrais personnages qui vont vivre des vraies choses, mais tu sais pas, sachant qu'on avait déjà posé les choses avec un suivi sur minimum 1 an, sur les 4 saisons, et je savais pas ce qui allait se passer dans 1 an, quoi. Donc, du coup, il m'a fallu du temps de me détacher de la réalité de mes personnages pour me projeter dans mon film un peu idéal de ce que je voulais dire, et de comprendre par quoi il fallait passer pour arriver à ça. Et oui, j'ai travaillé avec ses stagiaires à ce producteur-là, et puis lui, il avait une relecture à la toute fin, et puis il disait ce qui n'allait pas dans l'écriture, et puis il fallait réécrire derrière, donc c'est des allers-retours, ouais. Est-ce que si on donne un point de vue chronologique, tu pourrais donner à peu près une idée. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que vous étiez en confinement avec ton frère, ça devenait un jeu avec la caméra, donc courant 2020. Après, il y a eu les 8 mois d'écriture avec Pauline. Ça se situe à quelle période à peu près ? 2022. Ok. Tu me poses des questions sur les dates, j'en ai aucune idée. Globalement, c'est juste pour savoir combien de temps prennent chaque chose, parce que tu peux avoir... Enfin, si je reprends un peu ce que tu dis, c'est genre 8 mois d'écriture, après tout ne se déroule pas tout de suite à chaque fois, coup par coup, mais après il y a le fait qu'il y a le 3e producteur qui rentre en jeu, qui te donne du coup un contrat d'auteur, du coup pour avoir du temps d'écriture, qui, je pense, te prend aussi du temps. Et lui, une fois que le dossier est prêt, ça lui permet de solliciter une chaîne et puis d'attendre encore quel a été le délai de la chaîne, parce que parfois ça peut être aussi très long. Ouais. Est-ce que tu as souvenir de ça ? Oui, au niveau de ces délais-là, oui. En gros, avec Pauline, on a écrit en été, fin printemps, début été. Ce producteur-là est rentré dans la boucle, on a écrit tout l'automne, avec des refus. On a eu le refus de l'aide à l'écriture régionale et l'aide à la production aussi. Et au final, c'était un petit peu particulier parce qu'on s'est dit, il faudrait peut-être faire un teaser du film pour appuyer le dossier, justement, le dossier avec les aides, etc. Donc on a tourné le teaser en mars. Sur des images qui étaient déjà existantes ou vous avez fait un tournage exprès ? Non, on a fait un tournage exprès. C'est assez rare, mais on a fait un tournage de 3 jours exprès. Donc ça, c'était en mars, donc ça laisse passer quand même pas mal de mois d'écriture. Et puis, finalement, je crois qu'on est rentré en tournage en juin. Donc presque 1 an après. Non, juste après. Mais on n'a pas attendu les aides. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui a pris le risque de financer les tournages sans même avoir la réponse de préachat d'une chaîne. Et donc, on a tourné en même temps. C'est pour ça que l'écriture des dossiers était finalement en amont, mais aussi pendant le tournage. Et c'est ajusté avec les tournages. Évidemment, sachant que j'ai fait des interviews, j'ai mieux connu encore mes personnages, je suis vraiment restée en immersion, etc. avec eux pendant le tournage, j'ai pu être beaucoup plus précise sur mes envies, sur le fameux pourquoi, et sur la description des personnages, de leur vie, et surtout dans quelle direction ils allaient. Donc les dossiers se sont étoffés au fur et à mesure des tournages. Et après la chaîne, on a eu la réponse favorable au préachat de la chaîne très tardivement. On a eu la réponse aux 2 tiers du tournage. Un tournage qui s'est fait sur 1 an et demi, 2 ans. Donc, Toi, pendant ce temps-là, donc en tout cas en termes de rémunération, tu as eu ton contrat d'auteur.
Les 8 mois avec Pauline, c'était bénévole. De mon côté, ouais. De ton côté. Pendant ce tournage, jusqu'au moment où vous aviez pas encore reçu les aides, est-ce que toi, tu as perçu une rémunération ? Ou est-ce que tout est venu plus tard ? En fait, comment tu fais pour survivre en attendant ? Parce qu'effectivement, c'est des projets longs, comme tu l'as dit, un projet sur un an. Je pense que t'es pas toujours payé à chaque fois le nombre de jours exact que t'as fait, ne serait-ce qu'en tournage. De fait, est-ce que t'avais aussi une activité à côté ? Comment toi, tu faisais financièrement pour t'en sortir ? J'ai eu des contrats de réalisatrice en tant que réalisatrice, du coup, sur certains tournages. Sur d'autres, à partir du moment où on a su qu'il y avait une réponse favorable de France 3, les contrats sont pas arrivés tout de suite. Donc ma rémunération en tant que réalisatrice est venue après. Donc évidemment, tu ne vis pas. Surtout quand c'est étendu sur 2-3 ans. Je compte pas mon temps où moi j'ai utilisé ma caméra avec mon frère parce que c'était juste moi et mon frère. Mais sur 3 ans, tu vis pas avec le salaire que tu peux avoir sur un film. Donc oui, j'ai fait beaucoup de projets à côté, des projets un peu plus commerciaux, même si j'ai gardé toujours la volonté de raconter une histoire. Mais c'est les projets alimentaires vidéo qui m'ont fait vivre à côté, sinon j'aurais pas été en mesure de payer mon loyer, de manger, non. C'était... ouais. Il fallait trouver des boulots à côté. J'imagine, ouais. Ok, donc les aides tombent, en tout cas vous avez commencé à tourner. Est-ce que tu peux me dire comment était constituée ton équipe ? Donc toi tu es réalisatrice, est-ce que tu as d'autres casquettes ? Et combien de personnes y avait-il en tout dans l'équipe technique ? Du coup, là pour le coup sur ce film, je suis autrice-réalisatrice. Je voulais avoir un chef-op qui amène son univers qui rejoint le mien et qui amène une vision et qui amène une expérience, une sensibilité, etc. Même si nos visions se rejoignent et que finalement c'est toi qui donnes ta direction, mais ça m'a beaucoup enrichi d'être avec un chef-op, Alexandre Ikovic, qui est plus expérimenté que moi. Et c'est marrant parce que c'est pas sa première fois avec un premier film. Et donc, humainement parlant, il sait les peurs, la peur d'illégitimité ou la peur de pas savoir où se placer, ou il savait à peu près à quoi s'attendre, même si chaque personne est différente. Et donc du coup, il m'a permis de prendre ma place en me disant mais là, tu sais, tu peux faire ça, tu peux me dire ça, je vais pas le prendre mal. Et c'était super important d'avoir quelqu'un comme ça, parce qu'avant ça, j'ai beaucoup filmé, beaucoup. Mes autres films courts-métrages, c'est moi qui les ai filmés, avec parfois l'aide d'autres personnes, avec justement David et PVS Compagnie, pour des images ski ou quoi, ou des interviews. Mais je suis quand même passée beaucoup derrière la caméra, avec la caméra dans les mains, et je suis arrivée sur ce film et je me disais mais si je tiens pas la caméra, je vais faire quoi ? Je sers à rien. Et finalement, j'ai compris tout mon rôle, mais avec bienveillance, avec un chef-op qui était là au service du projet pour m'aider à prendre ma place. Et il y a eu un ingé son avec qui j'avais travaillé avant aussi, Julien Chabert, qui était là tous les 2/3 du tournage quasiment. Après, il y a France 3 qui est rentré en production, et donc là, il y a 2 techniciens de France 3 qui rentrent dans la boucle obligatoirement, parce que c'est leur apport en industrie. Donc un chef-op et un ingé son. Mais moi, je voulais absolument garder mon équipe. Donc Julien, j'ai pas pu malheureusement, parce qu'il fallait quand même faire des concessions, mais j'ai gardé mon chef-op Alexandre. Parce que pour moi, c'était inconcevable, sachant qu'on a commencé à faire un tableau ensemble, à peindre un tableau ensemble, de changer de peintre. C'est pas possible. Et j'avais une certaine ambition au niveau de l'esthétisme, et pour moi, c'était vraiment important d'être fidèle à cette ambition-là. Donc un chef-op,
un ingé son, toi en tant que réal. Les 2 tiers du tournage, oui. Oui. Et ensuite, un opérateur prise de vue et un opérateur prise de son. C'est comme ça qu'ils les appellent, de France 3. De France 3. Ce qui a aidé dans les interviews finales, par exemple. Et aussi, tous les tournages, les 4 ou 5 derniers tournages, ça a beaucoup aidé d'avoir 2 caméras. Parce que du coup, tu peux suivre différemment. Par exemple, le ski, les compétitions. Ça veut dire qu'à un moment, tu t'es retrouvé avec 2 chefs-op, c'est ça ? Ouais. Le tien et celui de France 3. Ouais. Ah, ok. Ah ouais, c'est chouette. Mm-mm. Est-ce que tu te souviens avec quel matos, en l'occurrence, quel type de caméra a été utilisé, notamment par ton chef-op ? Oui, puisque c'est la mienne offerte par mon papa, donc je me souviens très bien. Une Sony FX3. Et les interviews, au début, on utilise une RED aussi, parce qu'on a utilisé un dispositif Day Direct pour avoir le regard caméra. Et pendant l'interview, les personnages me voyaient dans un petit miroir pour pas que ce soit trop intimidant. Et du coup, on a utilisé une RED à ce moment-là, prêtée justement par PVS, et quelques images de nature, quelques images de ski. Et il y a eu aussi une autre caméra qui fait des extra ralentis pour le ski. Mais sinon, la totalité, c'est avec une FX3. Quasiment, ouais. Ah ouais, trop bien. Et l'histoire dont tu parles avec l'effet regard dans le miroir, en fait, c'est quoi le dispositif ? En gros, t'as un espèce de double miroir. Alors, attends, genre, par exemple, toutes les deux, actuellement, on est face à face. Ouais. Donc, admettons que moi, je suis en train de... J'ai la caméra devant moi. Là, t'as la caméra devant toi, tu regardes dans l'objectif. Ouais. Dans l'objectif, il y a un miroir. Mm-hmm. Et moi, je suis assise juste à côté de la caméra et j'ai un espèce de carré en face de moi avec un autre miroir. Et la personne que j'interviewe me voit. Ok. Oui, histoire dans l'objectif de la caméra, il voit peut-être une partie de mon visage avec mes yeux jusqu'à ma bouche. D'accord, ok. Oui, ce qui fait qu'il a l'impression de regarder vraiment quelqu'un plutôt que l'objectif. Ouais, parce que t'as pas du tout les mêmes choses si quelqu'un parle à une caméra ou si quelqu'un parle à un humain. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir le regard caméra parce que c'était un parti pris de ma réalisation où je voulais vraiment que le spectateur soit en tête-à-tête avec le personnage, comme moi j'étais en tête-à-tête avec eux et que j'étais vraiment dans leur bulle. Et petit à petit, dans le film, on prend de la distance. Je sais pas si t'as remarqué, mais petit à petit, on est un peu sur le côté, puis finalement, on les laisse dans des plans très larges. Bah ça, c'est intéressant, les intentions de réalisation. Comment ça s'est un peu concrétisé, tu vois ? Moi, dernièrement, là, j'ai fait une formation donc, pour les auteurs réels sur apprendre à faire un dossier, une note d'intention, etc. Et c'est assez nouveau pour moi aussi. Enfin, je l'ai fait de façon très autodidacte, avec l'aide aussi de gens plus expérimentés. Et arrive toujours un peu ce moment de séquencier, ou ne serait-ce que de se dire... En fait, t'es obligé de faire un peu un montage dans ta tête d'un film pas encore fait et de donner tes intentions de réalisation alors qu'en fait, tu sais pas. Enfin, t'as des idées, bien sûr, mais de là, les exprimer et qu'elles soient compréhensibles, c'est pas toujours évident. Comment, toi, ça a évolué justement à ce niveau-là entre ce que tu pensais avant tournage et puis en plus, t'as été sur un temps long, comme tu disais, c'était sur 4 saisons. Au fur et à mesure, je pense que t'as toujours des idées nouvelles qui arrivent et tout. Et comment... Est-ce qu'il y a eu une grosse évolution à ce niveau-là, dans ta réflexion, qui a pu être aussi amenée par les discussions avec ton équipe, simplement, mais aussi dans la narration, parce que j'ai été surprise dans ce film de voir que le film commence vraiment sur toi en tant que réal, en tant qu'autrice, qui assume complètement le point de vue que tu vas avoir de narratrice dans ce film-là. Mmh. Et j'avais souvenir en fait de la façon dont tu m'avais pitché le film, qui était, ça parle de quatre jeunes, et je me suis dit tiens, c'est intéressant parce que du coup les premières choses qu'on entend c'est effectivement ta voix qui assume en fait que tu portes ton projet et que voilà. Est-ce que ça a été voulu depuis le début, ou est-ce que justement c'est une intention qui a été plus amenée par la production parce que ça répond à un besoin de ligne éditoriale de chaîne? Je t'ai fait 2 questions dans une. Ouais. Je pense que je me suis beaucoup questionnée sur ma place
Et depuis le début, j'avais un peu en cachette l'écriture d'une voix off, mais je me disais non, je vais pas faire de voix off parce que je vais pas me mettre en avant alors que je parle de mon frère et de la jeunesse, donc je voulais m'effacer. Et en même temps, j'avais des choses à dire par rapport à mon frère et par rapport à mes questionnements avec lui, parce que je me suis sentie très seule quand je l'ai entre guillemets récupéré. Donc c'est comme si j'étais face à 2 films. L'envie de documenter ses amis et en même temps la relation que j'avais avec mon frère et l'envie d'en parler, de libérer ma parole pour moi-même me délivrer au niveau du poids que j'ai vécu et aussi un petit peu montrer ma vision des choses à ma famille qui l'a pas forcément vu ou vécu de la manière dont je l'ai vécu. Donc voilà, donc je pense que ça a toujours été là parce que je l'ai retrouvé dans mes toutes premières écritures. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de pudeur aussi et beaucoup d'hésitation à savoir à quel point je fais un film intimiste, à quel point je me mouille, à quel point je me montre. Et puis, le 3e producteur avec qui j'ai été ne m'a pas forcément poussée vers ça. Je pense qu'il a capté que j'avais une sensibilité, mais il m'a plus poussée à documenter ces 4 jeunes, à dire que la vie de station c'est intéressant, qu'on connaît pas la vie en interne, que oui j'ai une relation avec mon frère et tout, mais que je suis pas forcément un personnage du film. Alors que je sais faire que par mon intimité. Jusqu'à présent, en tout cas, les films dans lesquels les films que j'ai réalisés, ma porte d'entrée, c'était mon histoire propre, avec mon intimité. Et donc, pour moi, comme il était plus expérimenté, avec justement ce côté institutionnel, dossier et tout, je me suis dit, ok, c'est lui qui sait. Comme si moi, je savais rien et que j'avais aucun pouvoir là-dedans et que je savais pas trop où j'allais, donc que je n'étais pas en mesure d'affirmer quoi que ce soit. Et donc j'ai un peu mis ça de côté en me disant on verra bien. Et au fur et à mesure, donc le tournage avait déjà commencé, moi j'étais assez effacée dans le sens où j'étais derrière la caméra, mais j'interagissais pas pendant le tournage. Je veux dire, on me voyait pas devant la caméra, ça n'arrivait pas. Je me suis vraiment mis dans ma posture de réalisatrice qui documente cette jeunesse, en intimité certes, mais qui s'efface. Et puis au final, on a eu, à la moitié du tournage, on a eu le rendez-vous avec France 3, avec la chargée de programmation de France 3 et la directrice Rhône-Alpes France 3. Alors est-ce que c'est parce que c'était des femmes et je me suis peut-être sentie un peu plus légitime d'affirmer mes envies profondes, mais en fait elles n'ont pas du tout tourné autour du pot. Elles m'ont demandé mais on comprend la jeunesse, parler de cette génération, etc., à la montagne, avec les saisons, le temps qui passe et tout, bon. Mais c'est quoi ton vrai propos, c'est quoi le sujet du film? Et là, ça te met dans le jus direct où tu te dis, attends, mince, mais pourtant j'ai écrit le développement. Mon producteur, le 3e producteur Olivier, est allé dans cette direction de développer vraiment les profils de mes personnages, j'ai tout dit. Et puis elles me disent non mais c'est quoi ta place? T'es quand même la sœur d'un des personnages principaux du film, la grande sœur aussi pour ces 3 jeunes, puisqu'ils te voient en tant que tel, ils te voient pas en tant que réel. Et toi, ton expérience par rapport à ton frère, etc., comment tu vas le mettre dans l'histoire? Et c'est là où j'avais 2 choix. Soit j'allais dans la direction de mon producteur, d'écriture de mon producteur, qui n'avait pas une sensibilité similaire à la mienne. Soit je parlais de ce que j'avais au plus profond de mes tripes, que j'avais pas encore osé sortir. À savoir, vraiment me mettre dedans, et montrer le lien que j'avais avec mon frère. Le lien qui était assez ambigu de mère-enfant, frère-sœur, et d'aller là-dedans. Donc en fait, cette affirmation de cette place dans le film s'est révélée au fur et à mesure de cette expérience
de tournage, et surtout quand il y a eu France 3 qui est rentré dans la boucle. Et du coup, ton producteur, il a réagi comment ? Est-ce que là, effectivement, ce qui peut être effectivement délicat, c'est de se dire j'ai fait un dossier où ce parti pris n'était pas totalement assumé, et donc c'est génial d'avoir en tout cas une discussion franche avec les chaînes de télé qui sont quand même le commanditaire final pour essayer de mieux comprendre le projet et en fait avoir potentiellement la sensation qu'il pourrait y avoir deux films, un film plus plat si je puis dire, ou moins dans l'émotionnel et moins dans l'intimité, qui était sans doute pas ce que tu recherchais. Du coup, de quelle façon ça a pu faire avancer votre film, ton film ? Moi en fait ça m'a donné vraiment confiance, parce que quand je parlais, pendant ce pitch France 3, quand je disais ma relation avec mon frère, j'étais animée. Alors que ça faisait un petit moment que j'avais perdu parce que c'est long, et justement on n'a pas eu une entente très spontanée avec ce producteur-là, et du coup, sachant que c'était mon premier film, etc., je savais plus ce qu'il fallait faire. À quel droit je pouvais aller vers mes envies, ou est-ce que c'était bien. En fait, c'est ça. Dans ton premier film, t'es toujours dans le truc de c'est bien ou c'est pas bien. Mais en fait, il y a plein de nuances, et ce que tu portes, ça a pas besoin d'être bien ou pas bien. C'est est-ce que ça t'anime ou est-ce que ça t'anime pas. Et la direction qu'on prenait, ça m'éteignait à petit feu, et je savais même plus trop pourquoi je faisais ce film. J'étais là, bon, ok, je vais documenter la jeunesse parce que moi-même j'ai perdu ma jeunesse. Bon. Mais il manquait un truc où je trouvais pas ma place, et c'était pas favorisé par l'entente que j'ai eue avec le producteur. Et cet appel-là a été révélateur, parce que déjà, j'ai été entendue. On m'a dit, mot pour mot, arrête d'avoir peur, vas-y, prends ta place, et on veut t'entendre. Là, la façon dont tu parles de ton frère, la façon dont tu parles de ce que t'as vécu dans ton deuil, la façon dont tu parles de cette jeunesse, on veut être guidé par ta voix, on veut t'entendre, on veut te voir. Et là, ça change tout. Quand il y a quelqu'un qui te dit, en fait, c'est intéressant. Ce que t'as dans ta tête, c'est intéressant. Vas-y. Et le challenge, à ce moment-là, c'est, à la fin de la conversation, c'est, bon, tu vas réécrire un dossier. Donc ça, de la part des chargés de programmation et directrice Rhône-Alpes de France 3, tu vas réécrire un dossier et tu vas dans cette direction-là. Et si tu y vas pas, de toute façon, on le verra, on n'ira pas. Donc là, ça fait un challenge. Donc c'est vachement plus motivant. Donc t'es là, ok, déjà je suis attendue. On m'a comprise, on m'a dit d'y aller, donc j'y vais. Et là, ça m'a fait un moteur de fou. Mais et suite à ça, silence radio du producteur. Donc après, alors que c'était un bon pitch, et je pense que c'était une bonne nouvelle pour le film. Mais pendant le pitch, il a dit qu'il n'avait pas forcément vu ça, et qu'il a remercié ses femmes d'avoir cette expérience-là et de voir ce côté-là. Mais après ça, moi, j'ai eu aucun retour. Donc peut-être que c'est de la pudeur ou de l'ego, je sais pas. Seul lui le sait. Mais voilà, et donc moi, ça m'a motivée. Et ensuite, y a eu Morgane qui travaille justement dans cette boîte de production, avec qui j'ai été beaucoup en contact, et qui était la chargée de production de cette boîte, qui m'a poussée aussi à écrire et à... On parle de la boîte d'Olivier. La boîte d'Olivier, ouais. Troisième producteur. Ouais, troisième producteur. Sa chargée de programmation, j'ai été vraiment beaucoup en lien avec elle, parce que du coup, le dialogue n'était pas forcément évident avec ce producteur-là. Donc, on a communément mis un accord comme quoi je serais en lien avec elle. Et en étant en lien avec elle, et les stagiaires, etc., qui ont réécrit aussi avec moi, on est allé dans cette direction-là. Et pour le coup, il a une équipe de travail qui était top, et qui a vraiment été au service du projet. Et donc, réécriture du dossier. On l'a renvoyé à France 3.
c'était pas encore assez affirmé sur la note d'intention. Donc là, il faut pas se décourager, il faut se dire ok, bon, alors que ça fait déjà vraiment beaucoup de mois que t'es dessus. Mais c'est vraiment la dernière ligne droite où tu te dis ok, non, je vais reprendre. Et où elles m'ont soumis vraiment les points à reprendre pour être sûr qu'on allait dans la bonne direction, etc. Et pour être sûr de donner un go. Et du coup, j'ai réécrit la note d'intention, note de réalisation, et puis j'ai eu le plaisir d'avoir un petit message de la chargée de programmation de France 3 en disant c'est bon, tu peux sauter de joie avec plein de smileys, comme quoi c'était ok. Trop mignon. Donc ouais, c'est vraiment... j'ai eu la chance d'être entourée parmi mes mauvaises ententes humaines, parce qu'au niveau de son travail de producteur, il fait bien son travail, j'imagine, au niveau des contacts, justement de la manière un peu institutionnelle avec les dossiers, les aides, tout ça il doit... Et puis en plus, il m'a vraiment permis de tourner en amont, donc ça c'est une vraie chance. J'ai eu énormément de jours de tournage, ça aussi il a pris des risques sur ça, mais humainement on s'est pas entendu et j'ai eu la chance d'avoir des paliers, que ce soit avec mes 2 autres producteurs et son équipe et France 3. Où France 3 ils m'ont vraiment... tous les gens sur lesquels je suis tombée à France 3 Rhône-Alpes, ils étaient incroyablement humains, quoi. Et ça, avec une équipe et des personnages trop bien, bah, ça peut t'aider à continuer le processus, parce que j'ai eu envie d'abandonner à un moment. C'est quoi qui a fait que t'as eu cette envie ? Bah, le fait que je pense le processus d'écriture est vraiment compliqué, surtout quand c'est tout le temps rediscuter, etc., et que t'arrives pas à rentrer dans ce format de dossier où forcément tu te poses 1000 questions à te dire mais qu'est-ce que je fais de mal ou quoi. Si peu que t'aies en plus une mauvaise entente avec un pilier du film, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Surtout que moi, l'humain, j'ai besoin d'avoir des humains bienveillants autour de moi avec qui je m'entends bien, et ça peut me plomber totalement au niveau de mon énergie. Et ce qui m'a donné envie d'abandonner, c'est que je me suis dit je suis en train de me mettre en péril au niveau de ma santé physique et mentale, parce qu'à ce moment-là j'étais tout le temps malade, pour faire un film qui sera vu je sais pas par qui, en fait je me suis dit tout ça pour ça. Alors que j'avais des amis à côté qui continuaient de vivre, que la vie continuait autour, et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de me rendre malade pour faire un film ? La question est non. Donc du coup, j'ai mis des limites après. J'ai appris à mettre des limites, et je me suis dit, ok, non, c'est pas le métier qui est dangereux, c'est les personnes avec qui tu peux travailler et la façon dont tu te respectes ou pas. Et c'est à partir de ce moment-là où, en allant plus profond dans le doute, je me suis dit non, je veux vraiment faire ça, parce que c'est la manière dont je m'exprime, mais par contre pas dans ces conditions-là. Quelles autres difficultés t'as pu rencontrer ? Là, on a parlé du tournage, mais est-ce que d'ailleurs en tournage, il y a eu des difficultés de, je sais pas, panne de matos, tu vois, outre la mésentente qu'il peut y avoir avec le producteur que t'as pu rencontrer ? Les personnages, autant j'ai eu des moments incroyables et mémorables, autant des fois c'est compliqué parce que tu mets en place une équipe avec des frais, t'as la pression des frais derrière qui te sont répétés en disant quand même c'est pas rien, et t'as des personnages jeunes que j'adore qui sont là, non mais attends, demain j'avais prévu de faire une grasse matinée avec ma copine, et puis qui ont aussi leurs priorités avec leur quotidien, et avant qu'ils priorisent le tournage, ça se fait pas comme ça. Donc ouais, avoir l'engagement des personnages, le côté rigoureux, le côté sérieux et tout ça a été une vraie difficulté. Le fait de tout le temps les ramener en disant c'est important, je vous en avais parlé avant, on s'est engagé.
Là, j'ai une équipe qui vient demain, je peux pas dire non, tu vois, je peux pas les renvoyer. Il y a des frais d'hôtel, de transport, de machin. Donc ça, difficulté. Et puis en même temps, quand c'était acquis, grande surprise aussi. Ça alternait entre les deux parce que des fois, ils prenaient tellement ça au sérieux, avec tellement de générosité et d'ouverture d'esprit, de cœur et tout, que ça valait toutes les fois où il y a eu des résistances. Et puis les résistances, je pense que ça fait partie du métier aussi. Et les résistances avec mon frère, qui était compliqué parce que c'est intrusif, un documentaire surtout intimiste. Et il avait sa part d'adolescent en lui qui voulait pas que j'aille en intrusion dans sa vie, quoi. Et donc le nombre de fois où il m'a dit oui mais non, en fait non, ou tous les événements qui étaient super importants comme ses examens, etc., où il me disait non mais ça va me stresser que tu sois là, alors que moi pour mon film j'en avais besoin. Et je pense que c'est les plus grandes difficultés, ouais. Et puis troisième difficulté, de tenir sur la longueur. Toi ou avec les personnages ? Les deux. De tenir le lien. Donc ça, on avait créé un groupe WhatsApp et tout exprès, mais de tenir le lien et puis de tenir moi sur la longueur, parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu vis pas à l'année avec ça, et tu fais face à d'autres stress financiers, à des stress de rendu sur d'autres projets qui te font bouffer, qui sont moins importants à tes yeux au niveau sentimental, mais qui te font bouffer. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir des projets où, humainement parlant, ça m'a toujours vraiment nourrie et je suis tombée sur des gens incroyables. Mais tu classes quand même tes priorités dans les projets et du coup, les difficultés d'apprendre à prioriser. D'apprendre à savoir qu'est-ce qui est en plus important, qu'est-ce qui te fait manger, qu'est-ce qui te demande de la matière grise et de l'investissement pour que tu sois complètement tranquille au niveau de ton esprit pour pouvoir donner, mais en même temps, si t'as pas de tranquillité financière, comment tu fais ? Enfin, c'est l'équilibre à trouver là-dedans, il est ultra complexe, je trouve. Et en même temps, c'est la liberté de ce métier de passion. Comment l'idée du film elle a été accueillie par les personnages ? Parce qu'encore avec ton frère, ça a pu être une discussion facile d'accès entre guillemets parce que en tout cas tu vivais avec. Donc il y a pu avoir un temps long d'échange ou d'acceptation. Comment, parce que ça reste ton idée à toi, ton désir de film, et puis peut-être que c'est très thérapeutique d'une certaine façon. Ouais. Et peut-être que lui, c'était pas sa façon de s'exprimer non plus, ni celle de ses amis. Surtout sur sur 4 saisons, comme tu l'as évoqué, sur des changements de vie, parce que clairement, c'est des jeunes qui vont se projeter dans des voies professionnelles, qui peuvent être décourageantes parfois, etc. Comment ça a été appréhendé tout ça en amont pour faire accepter le film ? C'est passé par plusieurs phases. Déjà montrer mon intérêt pour leur vie, bon, ils étaient surpris. Et au début, forcément, il y a de la motivation. C'est ouais, on est grave chaud, vas-y. Et puis, ça a été leur répéter plusieurs fois. C'est quand même un investissement sur un temps long, c'est intrusif. Je vais pas forcément filmer que les bons moments. Donc, ouais, ça a été par plusieurs étapes. Et puis, ce qui a vraiment beaucoup aidé, c'est justement le groupe WhatsApp. Il était question que j'utilise des vidéos qu'ils envoient eux pour être vraiment dans leur bulle. C'était un parti pris de Réa, par exemple, que j'ai lâché. Parce que je voulais qu'ils soient eux-mêmes en train de documenter leur vie. Qu'on ait accès à leur vie par leur regard. Et au final, ça a permis de mettre un vrai lien, parce que j'étais un peu derrière leur dos, mais ils envoyaient assez régulièrement ce qui se passait dans leur vie, en face caméra, avec leur téléphone. Ils filmaient un petit peu ce qu'ils avaient envie de filmer quand ils en avaient envie, et donc ça a permis aussi de eux-mêmes se mettre en scène et accepter l'idée qu'il y a un film. Ensuite, il y a... les pré-interviews ont été très importantes parce qu'ils ont vu
à quel point j'allais entrer ou pas dans leur intimité et de quelle façon j'allais le faire avec leur accord. Ça, par exemple, c'est un truc que j'ai appris sur le tournage, avec mon frère surtout. Parce que j'étais très précautionneuse avec les 3 autres, de voir un petit peu les sujets que j'allais aborder, est-ce que c'est ok si j'y vais. Mon frère, je lui demandais jamais sa permission. parce que c'est mon frère et que du coup, il y avait cette intimité-là de base. Et je le prévenais pas, j'allais dans des lieux intimes, voire traumatiques, doucement quand même. Enfin, je reste. T'as des exemples? Parce que dit comme ça, on sait pas de quoi tu parles. Par exemple, mon frère, il a jamais connu son père avant ses 18 ans et il est rentré en contact. Enfin, c'est son père qui est rentré en contact en envoyant un test de paternité. Donc, c'est pas une entrée très banale. Et par exemple, j'allais dans ce sujet-là en disant... bon, je le travaillais avec 2-3 questions en amont, mais j'allais quand même brute de décoffrage en disant et alors ton père, sa place, etc. Alors que c'est quelque chose de douloureux déjà dans sa vie. Même si ça commence à évoluer, parce que son père est beaucoup plus présent, humainement. Mais, et je lui demandais jamais son avis. Ou alors, quand je parlais de notre mère, le deuil, c'était un peu comme si... je lui demandais, tu veux du fromage? Ben non, je lui disais, et le deuil, ça en est où? Mais très brutal finalement, parce que moi-même, j'étais comme ça avec moi-même. Et au fur et à mesure, la dernière interview, je lui ai dit, est-ce que t'es ok si je parle de maman? Et il me l'a fait remarquer, il m'a dit, bah merci beaucoup, c'est la première fois que tu me le demandes. Et j'ai tellement appris à ce moment-là en me disant, ah oui, ok. Le consentement, même avec les proches, le fait de voir si c'est ok, de pas... Et puis lui-même m'a dit, oui, ça me ferait plaisir d'en parler. Et donc, il n'a pas eu du tout la même tonalité sur les sujets sensibles. Et il a eu le choix. Et il a dit ok. Donc ça, c'est une de mes plus grandes leçons. Et en l'occurrence, dans le film, on te voit parfois. Donc on t'entend en tant que voix off, mais on te voit aussi parfois. Quelle impression ça donne, du coup, surtout si de base, t'étais parti sur un film, en tout cas tel que ça avait été conçu, amené par le 3e producteur, sur le fait que t'allais être plus effacé, si je puis dire, en tout cas dans le film, qu'on allait moins te sentir ou t'entendre. Là, le fait de... Tout à l'heure, t'as évoqué le fait que tu pouvais avoir un sentiment d'inutilité parce que tu serais que réalisatrice et donc de fait pas derrière une caméra. Là, tu as le loisir, si je puis dire, de passer devant de temps en temps. Et donc d'être la vraie toi de la vraie vie, autre que la réelle qui dirige son film. Quelle impression ça a pu te faire et comment t'as vécu ces moments-là? Alors, quand j'étais avec mon petit frère et que j'étais vraiment dans des moments de vie, dans des tranches de vie, c'était ok. J'étais... sachant que, quand même, avec le chef-op, Alex, on a été amenés à se voir beaucoup, à se parler beaucoup. C'est sur du temps long, encore une fois, sur 1 an et demi, donc 1 an et demi, 2 ans. Donc j'étais à l'aise avec le fait qu'il me filme, avec mon frère, quand j'étais pas toute seule. Mais quand j'étais toute seule, l'enfer, pas par rapport à Alex. Alex était égal à lui-même, bienveillant, etc. Mais moi-même, j'avais une espèce une caméra de surveillance sur moi. Et même pour faire des gestes du quotidien, par exemple, me mettre de la crème sur le visage, c'est comme si je perdais tous mes moyens à me dire « Attends, mais comment je débouche ce bouchon ? Ah, mais il faut peut-être que je me mette un peu plus à droite au niveau de mon visage. Ah non, mais là, tu fais n'importe quoi. » Puis du coup, je rougissais un peu. Et ça me l'a pas fait tout le temps, mais ça me l'a fait souvent. Parce que t'as ton regard de réal qui te dit... Est-ce que t'es... Enfin, je lâchais pas le contrôle, quoi. Je me disais, est-ce que là, je vais pouvoir utiliser cette image ? Je pense pas. Donc c'était pas évident. Concernant la post-prod, dans la façon dont tu as pensé ton film, c'est sur 4 saisons comme tu l'as évoqué, mais à partir de quel moment tu considères que c'est terminé, que t'as assez dans la boîte ? Parce que finalement... Comme tu le disais, on sait pas trop ce qui va se passer. C'est des jeunes qui se tournent vers des
des nouveaux boulots. Donc en fait, ça pourrait encore continuer longtemps, ou pas, tu vois. Donc à partir de quand tu t'es dit fin de tournage ? Et comment a été envisagée la post-prod ? Combien de temps vous avez pu avoir ? Comment vous avez vécu ces moments ? Tout un voyage. Alors pour les jours pour le fait de dire c'est la fin de tournage, pour le coup là ça a été des logiques budgétaires parce qu'on on a eu vraiment beaucoup de jours de tournage. Je l'ai appris après. Je savais pas combien on a eu 31 jours de tournage, plus 2 que j'ai fait moi toute seule. Mais enfin moi toute seule ou avec un ingé son, mais je veux dire pas de chef-op. Mais et donc là c'était pour pas dépasser les frais avec les jours de tournage, etc., où on m'a dit bon là t'as eu déjà beaucoup de jours de tournage, donc si tu peux finir ton tournage en 5 jours il faut le faire, et même baisser encore un petit peu. Et donc là tu choisis vraiment des moments clés que tu veux filmer et c'est très condensé. Donc les fins de tournage se sont faites comme ça, et puis se sont faites de base je m'étais dit que je faisais de printemps à printemps, parce que le printemps par rapport à la montée de Sèvres, la jeunesse, etc., c'était quelque chose qui symboliquement était fort pour moi. Et puis finalement j'ai pas du tout suivi la logique des 4 saisons. J'ai filmé les 4 saisons, mais au montage j'ai voulu faire autre chose. C'était encore un parti pris de réalisation que j'ai laissé pour un autre. Mais j'ai décidé de les suivre jusqu'à la fin de l'année scolaire, parce qu'à la fin de l'année scolaire, t'as des examens, t'as des échéances. Au niveau de la saisonnalité, ça reprend aussi de la vie, de la couleur. Et puis c'était aussi moi par rapport à moi où j'avais besoin de passer à autre chose. Et du coup, le montage, ça a été... Comment tu l'as appréhendé ? Est-ce qu'il y avait un temps ? Je suppose que forcément pour la télévision, t'as un temps max de montage. Est-ce que ça a pu te satisfaire ou pas ? Ouais. C'est la première fois que je ne montais pas un film aussi. Donc pareil, je me disais comment ça va se passer, sur qui je vais tomber. Donc j'avais appelé en amont pour expliquer ma demande. De tomber sur quelqu'un qui pourrait partager un projet aussi intime et un projet sur le temps long comme ça, avec c'est quand même particulier de faire un projet sur un temps long où c'est ta propre histoire. Donc j'avais besoin d'être en confiance avec la personne, donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir le numéro du monteur en amont pour vraiment lui expliquer mes craintes, lui expliquer que c'est la première fois que je montais avec un monteur, comment ça allait se passer. Donc ça déjà, j'ai eu un bon accueil, et il a pris le temps de m'expliquer en me disant écoute, moi je suis là au service de ton film, s'il y a des moments où tu veux prendre la souris, où tu veux faire des choses, vas-y. Et surtout on est là pour faire grandir ton film et faire naître ton film, donc sens-toi à l'aise par rapport à toutes tes craintes, tes peurs, etc. Donc déjà j'étais soulagée. Ensuite au niveau des semaines de montage, oui, c'est imposé, on avait 5 semaines. 5 semaines pour 80 heures de rush. Donc c'était vraiment chaud. Donc 2 semaines de dérush et 3 semaines de montage, ce qui est vraiment très condensé. Mais bon, ça fait partie du jeu quand tu rentres dans l'industrie, je pense, parce que les jours sont comptés, quoi. Ça chiffre. Mais quand t'arrives dans ce milieu-là et que t'as jamais fonctionné comme ça jusqu'à présent, parce que tu débutes, que t'as toujours fait toi-même avec dans ton salon à monter sur ton ordinateur, et que le temps n'est pas une question puisque tu offres de ton temps, et que là tout d'un coup le temps devient une question avec des horaires de bureau 9h 18h, bon, même si mon monteur dépassait quand même, mais des week-ends, et c'était trop bizarre pour moi. J'étais là, waouh, mais comment on va faire déjà, parce que j'étais habituée à faire des transes de montage où des fois je dormais pas la nuit et tout, et ça apporte autre chose, ça apporte c'est un marathon en fait.
C'est un marathon où il faut pas donner toute ton énergie d'un coup. Et ça, j'ai eu un monteur, pareil, assez aguerri et assez pédagogue qui m'a dit tranquille, doucement, repose-toi. On y va petit à petit et je suis tombée sur une perle aussi. Comment il s'appelle ? Julien Perret. Incroyable, monteur. Et humainement, heureusement qu'il était là parce qu'on passe par toutes les émotions au montage. Et il faut faire de multiples deuils parce que déjà j'avais beaucoup trop de rush pour un format 52 minutes. Donc évidemment tu fais le deuil de quelque chose. Le deuil aussi par rapport à la notion de temps. Et en même temps ça apporte aussi une urgence qui fait que sous pression t'as aussi des choses qualitatives qui en ressortent. Mais humainement c'est dur parce que déjà pendant le dérush tu te dis mais comment on va monter ça en 3 semaines. Et après, on fait l'exercice des post-it, c'est-à-dire qu'on note toutes les séquences sur des post-it, sur un mur à rallonge. Et là, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est qu'il fallait faire des choix avant même que les scènes soient prémontées. Alors que quand les scènes sont prémontées, c'est là où tu te rends compte de l'impact émotionnel ou de la pertinence de ta séquence, etc. Et là, on n'a même pas eu le temps de les monter, il a fallu juste les jeter sur des post-it à la poubelle et je me disais mon Dieu mais c'est horrible parce qu'on a passé tellement de temps avec les personnages et tout pour au final pas regarder ces séquences là au profit d'autres séquences qui sont sur le papier plus intéressantes où il se passe plus de choses. Donc c'était des déchirures constantes au montage, mais il y a eu aussi beaucoup de joie quand tu te rends compte que ça marche, quand t'avais pas vu des choses d'extérieur parce que t'as fait les tournages et que du coup t'as pas de recul et que ton monteur t'apporte une autre vision et que d'un coup le chemin s'éclaire grâce à sa vision et que tu lui fais confiance et que tu dis ah oui, mais oui, t'as raison. Ou même des fois t'es en résistance, tu dis non, et puis finalement tu te rends compte qu'il avait raison parce qu'il a quand même un regard extérieur qui est salvateur sur ce genre de projet où t'as plus de recul. Donc c'est les montagnes russes, le montage. C'était... J'étais à la fois en révolte par rapport au formatage de ce mode de fabrication qui te contraint à te formater d'une certaine manière. Donc un peu justicière, révoltée, etc. Donc ça a été la première phase, en me disant mais on peut pas me presser le citron comme ça en 3 semaines. Comment tu veux donner un film de 3 ans en 3 semaines tu vois, tu comprends pas. Donc j'étais en résistance totale. Une fois que j'ai accepté les règles du jeu, je me suis dit ah ok d'accord, bon, avec les règles du jeu on peut faire ça. On peut quand même accoucher d'un film dont t'es fier, on est soutenu par l'équipe. Bon, je vais mettre de l'eau dans mon vin, je comprends, je ferai pas le film de mes rêves, mais je ferai un film. Et puis suite à ça, une fois que t'as ton film, là c'est la joie de partout, t'as envie de sauter de partout, t'es là, ouais j'ai un objet qui me plaît, qui me ressemble, je suis fidèle à mes personnages, je suis fidèle à leur caractère, à leurs intentions, je suis fidèle aux miennes, à mes partis pris. Et même si c'est pas le film dont j'ai rêvé, c'est un film dont je suis fière, donc c'est déjà bien. Et puis le chemin parcouru par mes personnages, mon propre chemin parcouru, ces 5 semaines de montage, ça a été un raccourci de 1 an d'apprentissage, je pense. Parce que j'étais très bien entourée. Le tournage, il s'est fini quand et le montage a commencé quand? La diffusion a été quand? Sur les échelles de temps? La diffusion n'a pas encore... elle est en décembre. Alors le tournage s'est fini en même temps que la 2e semaine de dérush. Donc j'étais un peu sur tous les fronts. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que je l'ai vécu de façon aussi intense. En juillet 2023. En juillet 2023. Le montage a commencé le 26 juin. Il s'est terminé le 4 août. J'ai encore les dates tellement précises. Et ensuite, il y a eu une pause. Il y a eu du 9 au 13 août le montage son.
Et après ça, le 26 août, pendant 5 jours, j'avais l'étalonnage, le mixage et l'enregistrement de la voix off en même temps. Et t'as eu une avant-première. Et j'ai eu une avant-première à la Clusa, le 15 septembre. Aujourd'hui, on est fin octobre. Comment tu te sens, du coup, c'est tout frais tout ça, et la première diff, elle a pas... En télé, en tout cas, n'a pas été encore faite. Le podcast sera diffusé après première diffusion télé, en tout cas. Aujourd'hui, que ça fait quand même quelques semaines que, en principe, t'as lâché le bébé. Comment tu te sens ? Là, aujourd'hui, ça va bien, mais je suis passée par des phases un peu compliquées au niveau émotionnel. Je savais pas qu'il y avait le postpartum après un film, par exemple. On me l'a appris parce que je l'ai vécu. J'ai eu un gros down après le film et je me suis dit, mais c'est quoi pourquoi je ressens ça alors que mon film il est fini, je devrais être soulagée, je devrais être contente. En plus, tout le monde m'a dit faut battre le fer tant qu'il est chaud, faut que tu y retournes après et que voilà, ça va te mettre en lumière et tout. Sauf que battre le fer tant qu'il est chaud, j'en étais incapable. J'étais lessivée émotionnellement et partout en fait, physiquement, émotionnellement, j'étais vide. Je pense que sur ce film-là, j'espère que je le serai un peu moins sur les autres, mais sur ce film-là, j'étais tellement engagée, impliquée émotionnellement que... Et puis comme tu le dis, ça a été aussi un peu thérapeutique parce que je lâche un morceau de ma vie aussi, avec une évolution, avec une ouverture au monde et avec une envie de vivre pleinement et de vivre pour moi et d'arrêter de porter mon entourage. Et donc du coup il a fallu intégrer, assimiler tout ça, ce changement, intégrer, assimiler que c'était fini, laisser partir le bébé comme tu dis, et puis la sensation de vide où on se dit oula mais il se passe quoi après, puis moi plein de questions existentielles en se disant mais je sers à quoi, je vais faire quoi, je vais parler de quoi, sachant que tous mes films étaient parler de ma vie personnelle et que là ça y est, j'ai rattrapé le temps et que j'ai déjà expliqué tout ce qui s'est passé avant. Je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais raconter comme histoire, et voilà. Et du coup je suis passée par une phase de déprime, de vide, une phase d'acceptation du vide, de ressourcement, de se reconnecter aux petits plaisirs de la vie, aller voir des amis, aller en nature, prendre le temps de cuisiner. Et voilà, et par rapport à ce film, je suis partagée parce que j'ai eu que de très bons retours à l'avant-première. On m'a dit mais c'est génial. En fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours de différentes générations et ça a parlé à différentes générations sur plusieurs plans. Et donc pour moi, ça, c'est le plus beau des cadeaux, et surtout quand t'as une gamine de 13 ans qui m'a dit ça me donne envie de réaliser mon rêve. Donc j'ai trouvé ça génial. Donc plein de beaux retours, un shot émotionnel puissant, de joie, de partage et tout. Après l'avant-première, boum, plus rien. Et après ça, justement, la mauvaise entente avec le producteur fait qu'on n'a pas de lien. Et du coup, ça me donne envie après la diffusion, tout le monde m'a dit on espère que tu vas le faire vivre en festival. Le faire vivre en festival, ça nécessite déjà un budget pour les festivals, la traduction et tout, ce qui n'est peut-être pas le cas. Et au-delà de ça, une entente avec le producteur pour porter le film, parce que c'est quand même lourd à porter un film, à le faire vivre et tout, ça nécessite encore beaucoup d'énergie, et de l'énergie que tu as déjà dépensée avant, et il faut en garder encore pour tout ce chemin-là. Et là, l'entente n'est pas là, et je pense même que l'entente est toxique, donc je suis partagée sur ce film justement parce que je dois faire le deuil de le faire vivre ailleurs que en chaîne hertzienne et sur France 3.
et le faire voir dans d'autres salles de cinéma parce que je veux plus être en contact direct avec ce producteur, et je pense que lui c'est pareil avec moi. La désentente a été mutuelle, donc du coup faut que je fasse le deuil de faire vivre ce film plus loin, donc ça veut dire lâcher prise, et ça c'est compliqué. Mais une fois que j'ai lâché prise, j'ai réussi à de nouveau avoir d'autres idées, donc je pense qu'il fallait couper le lien pour passer à autre chose. Et en même temps, ce que je me dis, c'est que pour un film de base qui est destiné à la télévision, moi, à force de rencontrer des réalisateurs plus expérimentés que moi, qui justement ont été principalement pour de la diffusion télé, me disent souvent que l'inconvénient d'une diffusion télé pour un réal, c'est qu'en fait, tu connais pas les réactions du public, des spectateurs. Alors que quand t'as la chance de faire une avant-première, ou effectivement quand t'as la chance de pouvoir être en festival, t'as la réaction du public en fait, et tu peux avoir effectivement des discussions qui t'amènent des pistes de réflexion ou qui te permettent de voir des choses que toi-même t'avais pas forcément vues. Et je pense qu'il peut y avoir une frustration. Là, c'était vraiment le cas parce que à l'avant-première, on a eu des questions-réponses le moment après le film de 45 minutes où vraiment c'était agréable. Mes 4 personnages ont pris la parole, ils s'exprimaient tellement bien, ils étaient tellement ancrés droit dans leurs bottes et inspirés que j'avais envie que ça continue, ça, que de soulever des débats, d'ouvrir la parole, de libérer certaines paroles aussi, parce que ça confronte plusieurs générations, et de propager un peu d'espoir. Et je pense que ça, tu l'as à la télé, quand c'est diffusé, etc., ou même sur la plateforme, qui est cool, parce que au moins t'as accès au film, mais c'est pas pareil, tu le partages pas dans une salle avec ce sentiment de joie, de se dire ah oui, mais on peut encore rêver, on peut encore croire en l'avenir, tu vois, c'est cette étincelle dans les yeux des spectateurs, tu l'as pas en télé, même si c'est une très belle interface, mais ouais, c'est ce deuil là de contact, de débat, de partage qu'il y a à faire. Et en l'occurrence, toi, ton salaire, ta rémunération sur ce projet, on a parlé tout à l'heure de contrat d'auteur de 1 000 € en écriture, et du coup en tant que réalisatrice. J'ai eu ensuite des notes de droit d'auteur au fur et à mesure des étapes du film, qui étaient toutes de 2000. Donc t'as eu un cumul de notes d'auteur, et en même temps donc de contrat d'auteur, et en même temps de salaire intermittent. Oui, ouais. Il m'a certifié que j'aurais mes heures d'intermittence grâce à ce film pour la première fois, et donc du coup j'ai été payée 15 000, je crois. Brut. Est-ce que tu as souhaité montrer le film avant de considérer que le montage était terminé, de le montrer aux personnages ? Et si oui, quelles ont été leurs réactions ? Alors non, j'ai pas souhaité leur faire voir le film, mais c'était d'un commun accord avec eux parce que ils m'ont dit on te fait confiance, et en fait je les ai tenus informés de toutes les étapes de montage avec notre groupe WhatsApp, en laissant des vocaux, des machins. Et je leur ai dit, soit vous le voyez fini, soit je peux vous montrer des brides, mais là ça sert à rien de vous montrer le film en entier, sachant que pour se projeter dans un film en construction pour des gens qui n'ont jamais vécu les phases de montage, c'est compliqué. Ça peut décevoir, et c'est à risque, je trouve. Pour moi, je trouve que c'est à risque de les décevoir, je sais pas, de faire face à des débats qui finalement vont plus te pomper de l'énergie à eux aussi, plutôt que... Et j'estime que si ils ont totale confiance en toi et que t'as un esprit bienveillant, ils ont pas besoin de voir avant le film fini.
Et dans tous les cas, j'aurais jamais mis des moments ou des choses qui leur porteraient préjudice. Par contre, je suis restée en contact avec eux pour leur dire est-ce que c'est ok si je mets tel propos, est-ce que c'est ok si je mets telle séquence alors que par exemple ta famille était comme ça ou des choses comme ça oui. Mais leur montrer non. Et puis finalement de eux-mêmes, ils n'ont pas voulu voir le film avant l'avant-première, ils ont voulu avoir la surprise tous ensemble. Et comment ça s'est passé pour eux ? C'était incroyable. Ils étaient... Je pense qu'ils savaient même pas quoi dire. Ils étaient émus, ils étaient bouleversés, en même temps super contents. Et puis c'est quand même pas rien d'avoir une salle de cinéma qui te regarde, qui regarde ta vie. Et je crois que ça a impacté leur famille. Par exemple, dans une des familles, Marion, donc une des personnages, m'a dit ça a débloqué la parole avec mon frère ou avec... ou je me trompe peut-être entre Marion et Jade. Non, c'est avec Jade. Mais avec Marion aussi, enfin, ça a provoqué un dialogue dans leur famille qui n'était pas forcément dans cette direction-là, ou même en tant que parents, ils ont découvert leur enfant. Parce que oui, ils connaissent leur enfant, mais là, ils ont découvert à quel point ils étaient sensés, adultes, dans certains propos, raisonnés, et ancrés, et ils ont été époustouflés par leur présence à l'image. Donc c'était trop beau de voir ça. Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Laura Lardeux pour cette rencontre. La Chrysalide a été diffusée en direct sur France Télévisions et en replay, mais n'est malheureusement plus disponible à ce jour. On se retrouve au prochain épisode pour une chronique portrait sur le parcours professionnel de Laura Lardeux, la réalisatrice de ce film. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. S'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez me partager, sentez-vous libre de m'écrire en commentaire sur Instagram ou Facebook et je répondrai à tous vos messages et je ferai de mon mieux pour créer un nouvel épisode. Un podcast réalisé et produit par mes soins, avec une composition musicale réalisée par Claire-Sophie Dagnan, avec Vera et Léon au violoncelle, et une illustration d'Hugo Merel. À bientôt!